Bonjour, bonjour. Bienvenue à Expérience 4.0. Ça fait un petit bout là, qu'on n'a pas fait d'épisode, donc bienvenue dans l'univers de l'Expérience 4.0 du groupe Lacoste. Aujourd'hui, on va parler d'intégration au cœur du CRM. J'ai mon associé Anthony qui est directeur des opérations du groupe Lacoste. Moi, c'est Simon Lemire, directeur du développement des affaires du groupe Lacoste. Donc, quand on parle d'intégration, évidemment, on se fait beaucoup demander comment on connecte le CRM avec le ERP, des systèmes peut-être que vous connaissez, du moins on va le rappeler c'est quoi, de faire parler la donnée, puis de où ça part, comment qu'on le fait, puis est-ce que c'est facile, est-ce que c'est coûteux. Donc, toutes ces étapes-là vont être démystifiées aujourd'hui avec l'entremise justement de Anthony, mon associé. Donc, sur ce, je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Monsieur Tony, merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler d'intégration. Ça fait plaisir, bonjour. C'est le fun, là, justement. Là, c'est un petit concept qu'on va faire sur le podcast Expérience 4.0. Ça va être de faire des petites capsules un peu d'une vingtaine de minutes sur des sujets qu'on se fait beaucoup demander. Donc, évidemment, on va avoir des invités pour parler peut-être plus de terrain, d'expérience en service, d'expérience manufacturière, etc. Mais ensemble, on va démystifier vraiment des choses qu'on fait chez Groupe Lacoste. Hein, je le rappelle, pour ceux qui nous écoutent, peut-être qui ne nous connaissent pas vraiment, on est une firme numérique qui accompagne les entreprises manufacturières dans la numérisation de leur expérience client. Donc, d'être capable justement de numériser le marketing, les ventes, les services à clientèle avec des technologies, une stratégie. Puis évidemment, la base de ce fameux 4.0-là aujourd'hui, c'est la donnée. Hein? On ne va pas le négliger, c'est la fameuse donnée. Comment qu'on va la chercher, cette donnée-là, comment on la valorise, comment on fait parler les différents départements avec cette donnée-là. Puis ça passe un peu par le biais des intégrations. Bon, on a déjà eu un podcast sur qu'est-ce qu'un CRM, hein? Un Customer Relation Management System. Donc, au final, c'est une base de données. Comment qu'on ajoute des modules pour valoriser ces données-là. Mais aussi, là, sujet de l'heure aujourd'hui, les fameuses intégrations. Comment qu'on fait parler tout ça, t'sais? Donc, je te laisse aller aujourd'hui, c'est une discussion. T'sais, en quoi consistent les différentes intégrations d'un système à un autre? Comment qu'on fait parler ça? C'est quoi, t'sais? Essayer de répliquer la conversation qu'on a souvent au bureau, mais pas en ondes, c'est ça. Là. C'est un peu ça aujourd'hui. Parfait. C'est de rentrer un peu plus concret, de rentrer dans le terrain, puis pas de parler trop technique non plus à un point où on va perdre notre audience. Puis l'idée, c'est ça, c'est de trouver une façon dont on peut simplifier un peu ce mot-là, intégration, puis que ça fasse pas peur, au final. Excellent. Ben écoute, tout d'abord, avant de parler d'intégration, je commencerai par rappeler un peu qu'est-ce qu'un CRM. On le répète relativement à tous les épisodes, mais je pense que c'est jamais mauvais de refaire la table un peu à ce niveau-là, à ne pas confondre avec la multitude d'autres systèmes qui existent sur le marché. Un CRM, c'est quoi essentiellement, comme tu l'as dit, un système de gestion de la relation client qui a fait un bout de chemin depuis les dernières années. Okay? Un CRM n'est plus ce qu'il était il y a 10 ans. Essentiellement, avant, c'était une base de données, un pipeline, comme on le dit en anglais. Est-ce que tu as une opportunité qui va être gagnée, perdue? Liste de contacts, liste de compagnies, c'était relativement simple, on va se le dire. Avec les années, ça a beaucoup évolué. Ce qui nous mène à parler d'aujourd'hui d'intégration, parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est la donnée qui compte. Mais la donnée, à un moment donné, on ne l'invente pas. Elle vient de d'autres systèmes, elle vient de notre production, elle vient de nos équipes sur le terrain, que ce soit au niveau des ventes ou de la production. Puis, ensuite de ça, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? Puis, il faut les entreposer à quelque part. Puis, ce quelque part-là se trouve à être généralement le CRM. En partie, là, il y a d'autres façons, mais restons simples pour aujourd'hui. Le CRM aujourd'hui est rendu vraiment une mine de données, principalement pour la vente, oui, mais maintenant, on va vouloir avoir même plus d'informations au niveau des opérations internes d'une entreprise, que ce soit pour faire du reciblage, que ce soit pour adapter des stratégies de vente, des stratégies marketing. On veut se baser sur un historique d'achat de clients ou quoi que ce soit. Cette information-là, sujet du jour, l'intégration, ça ne nous tente pas d'aller à tous les jours dans notre système comptable, prendre l'information puis aller mettre à jour dans le CRM, ce qui ne ferait aucun sens. On passerait un nombre inimaginable d'heures par semaine. Là. Tu l'as dit, les opportunités d'upsell pour les vendeurs, souvent on veut être capable de voir comment que le consommateur agit avec le service. Est-ce qu'il est rendu à un certain point où je peux lui proposer un deuxième ou quoi que ce soit. À ce niveau-là, c'est important d'avoir la donnée pour être capable de poser ces actions-là. Puis ça, c'est un des rôles peut-être de l'intégration qui peut permettre aux vendeurs de faire parmi tant d'autres choses qu'on va voir aujourd'hui. Mais c'est un bon point, c'est une mine d'or qu'on veut valoriser. Voilà. Le CRM a passé de ça il y a 10 ans à aujourd'hui, ce qu'on veut en faire, qui vient étroitement relié au marketing. Puis si tu me permets de peut-être même voler le scoop d'avance, on va avoir un prochain épisode prochainement, je ne sais pas quand, qu'on va parler d'automatisation marketing. Donc ça peut mettre la puce à l'oreille pour ceux qui ont déjà entendu ce mot, que ça les intéresse.
sujet d'aujourd'hui va quand même mettre les bases en place par rapport à cette suite logique-là. Si on veut. Absolument. Puis si je peux me permettre aussi, l'automatisation, c'est un mot quand même qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Automatisation de la production, automatisation de tout. On veut automatiser des choses. Puis même des fois, là, on en a déjà parlé sur d'autres podcasts, même des extraits qui sont sortis là-dessus. L'automatisation n'enlève pas le rôle de l'humain. Il déhumanise pas l'humain. Au contraire, ça permet de faciliter un certain travail et d'avoir une valeur ajoutée. Mais l'automatisation, pour pouvoir le faire, on a besoin de données. C'est ce qu'on a de besoin. Puis sans intégration, mais ça va être difficile d'automatiser d'autres départements puis de travailler en synergie ensemble. Donc, rentrons un peu dans ce sujet-là, mais absolument, ils vont avoir un beau podcast sur l'automatisation marketing qui va être conjointement lié un peu à celui-ci sur les intégrations. Ouais. Aussi, un point que je veux quand même faire, parce du moins, moi, je m'en rends compte sur le terrain. Je suis sûr que toi aussi, dans la vente, c'est une conversation qu'on a déjà eue, mais tu sais, des fois, on parle du CRM, on en parle aujourd'hui, on va même rappeler la définition au prochain épisode et ainsi de suite. Mais souvent, je pense que pour les gens, c'est pas clair qu'est-ce que c'est. Mais c'est clair, mais c'est pas clair en même temps parce que ça change, comme je dis, ça change tellement d'année en année, puis son utilisation devient tellement plus large que ce qu'elle était auparavant, très axée vente, que je pense que les gens deviennent un peu mélangés à savoir, là on parle de données de finances, puis là, genre, mais combien je vends à ce client-là dans le CRM? Là, dans le fond, c'est pour aller vendre, mais là, j'ai un logiciel comptable, mais ça me le dit dans mes bilans, dans mes états des résultats. Là, c'est où est-ce que ça s'en va, tout ça, là? Donc, je pense que c'est important de se rappeler quand même un élément majeur. Puis ça, c'est quelque chose qu'on pourrait discuter davantage avec chaque personne parce qu'il n'y a pas un cas qui est pareil. Tu sais, un système, on parle souvent de ERP, on utilise souvent ce terme-là pour généraliser le concept de système opérationnel, mais en soi, il existe plein de types de systèmes sans avoir nécessairement le ERP comme on le connaît. Ça peut être un simple logiciel comptable, ça peut être un logiciel de production bien spécialisé qu'on a chez nous, qu'on a développé sur mesure, ça peut être des plateformes pour du service quelconque, des fois des entreprises qui offrent plus de services de maintenance, quoi que ce soit. Fait qu'il y a plein de types de systèmes. Fait qu'elle n'a pas généralisé avec les ERP, mais essentiellement, le CRM, ce qu'on veut, c'est qu'il ne va pas remplacer ces systèmes-là. Okay? Donc, ce qu'on veut s'assurer, par contre, c'est juste d'avoir les données de ces systèmes-là. Donc, on ne va pas commencer à gérer ces opérations dans le CRM. Par contre, on veut quand même avoir la visibilité de ces données-là dedans sans avoir nécessairement à aller se connecter dans un autre système. Parce qu'ensuite de ça, le jour où on va vouloir utiliser ces données-là, bien ça, il faut qu'ils soient assemblés à le même endroit. Je pense que le terme à se rappeler aujourd'hui, c'est de centraliser, d'avoir, disons, une centralisation des données, mais sans nécessairement changer l'endroit où est-ce qu'on va utiliser ces données-là, sans changer l'endroit où est-ce qu'on travaille au day-to-day avec le système. C'est peut-être nuancé, comment je l'ai dit, mais j'essaie quand même d'être clair, parce que souvent, c'est une conversation que j'ai avec, en fait, probablement tous les clients quand on parle de CRM au début, c'est où est-ce que ça se termine un petit peu. Fait que ça peut donner un peu de clarté. C'est important parce que je pense que tu dis aussi, c'est au niveau des fonctions. Tu sais, chaque système est spécialisé aussi dans certaines fonctions. Puis les intégrations, des fois, c'est aussi d'aller chercher des fonctions ailleurs et faire parler des données. Puis il y a plein de... en fait, il y a plein de vérités reliées à ces intégrations-là. Puis au niveau des fonctions, moi, je l'ai déjà dit, puis tu te souviens, dans le bureau, je te l'ai même dit à toi-même, cette fameuse expression, tu sais, il faut laisser à César ce qui appartient à César d'un certain point. Puis il ne faut pas utiliser un système de production interne, ERP par un exemple, comme notre CRM, erreur, à un certain moment donné. Donc, on peut se faire parler la donnée pour avoir une visibilité. Ce que tu dis est vrai, puis c'est bon. Visibilité, puis on va en parler aussi dans différents rôles et des intégrations. Ça vient un peu se joindre à cette visibilité-là de la donnée. Là. Exactement. Donc là, j'imagine que tu vas probablement me demander qu'est-ce que c'est qu'une intégration. Bien, rentrons direct dedans. Qu'est-ce que c'est une intégration? Là, on parle de ça depuis le début. Là, c'est quoi? Bon, une intégration. Essayons de résumer ça de façon simple. En fait, une intégration, c'est une intégration, une liaison entre au moins deux systèmes et plus. OK? Après, disons ça comme ça. Ensuite de ça, une intégration peut avoir plusieurs natures. Donc, à la base, voyons une intégration comme une extension électronique. Là. Voyons ça comme entre deux items. Là. Donc, on plug à un côté, on plug à l'autre, ça permet d'avoir un lien. Bon, en soi, c'est quand même simple. Ensuite, la nature de ce lien-là peut être bien différente d'un contexte d'affaires à un autre, dépendamment de ce qu'on veut faire. Le plus commun, comme ce qu'on parle depuis tantôt, d'avoir une centrale de données, mais la plupart du temps, ça va être d'envoyer des données, par exemple, d'un logiciel comptable sur les comptes clients vers le CRM. Donc là, on va faire de l'envoi de données. Mais en général, du moins aujourd'hui, on parle beaucoup de bidirectionnel. Donc, pas seulement d'envoyer d'un côté à l'autre, mais dans les deux sens en même temps. Donc, d'envoyer et de recevoir, puisque on peut s'en douter, on envoie de la donnée à quelque part,
Mais là, ce quelque part-là, peut-être qu'on va la changer, la donnée, parce qu'on est habitué de travailler dans ce système-là, mais on veut s'assurer qu'elle se reflète ailleurs. Donc, mais là, après, on ne rentrera pas dans les détails techniques de la chose parce qu'il y a des fois des cas typiques où on ne pourra pas faire ça. Bon, je ne vais pas rentrer trop en profondeur aujourd'hui. Je vais quand même survoler quand même le sujet. Mais essentiellement, c'est ça une intégration. C'est une connexion entre deux systèmes qui permet d'envoyer et de recevoir des données. Puis, mettons, le mot synchronisation là-dedans, il est important, j'imagine, pour que ça soit bidirectionnel. Bien, en fait, c'est un peu un synonyme, là, synchronisation puis intégration bidirectionnelle. C'est un peu, disons, similaire. Souvent, on va utiliser le mot synchronisation pour des types d'objets fixes. Fait qu'exemple, synchronisation de contact. Bon, les informations de contact de personnes. Synchronisation d'informations de compagnie. Synchronisation d'informations de commande. Fait que certains, quand même, termes, là, on peut quasiment les nommer. Il y en a peut-être 5, 10 très communs qu'on voit souvent dans les entreprises qui sont comme hey, je veux avoir une copie de mes commandes là parce que je veux avoir la donnée, je veux avoir une copie. Bon, le typique, c'est vraiment contact et compagnie. Là, vraiment, les gens avec qui on fait affaire, ça, c'est souvent le besoin numéro 1. Puis après ça, on part de là pour aller un petit peu plus en profondeur dans des types de données spéciales qu'on veut intégrer. Essentiellement, c'est ça, la synchronisation. Fait qu'essentiellement, je résume en une phrase. Le mot synchronisation est important, mais c'est une liaison entre un système et un autre, minimalement. Il peut en avoir plusieurs, pour faire, parler la donnée d'un système à l'autre. Ça peut être juste d'un sens, mais ultimement, ça serait des deux sens. Donc, on l'envoie, puis après ça, si la donnée se modifie, on la renvoie au système un peu... le premier système, là, mettons, qui envoie la donnée ou celui qu'on utilise peut-être système plus source, mettons. Bon, système source, excellent. Tu me permets après... de rentrer peut-être en termes d'exemple. Fait que là, on sait c'est quoi une intégration. Le rôle de l'intégration. Si on rentre un peu, là, qu'est-ce que ça va me permettre de voir? Puis ça, c'est différent un peu en fonction de chacun. Il y a des entreprises qui ils veulent vraiment voir, c'est une visibilité unique là, de leur fiche client. D'autres, c'est différent. Tu es capable de m'en énumérer une coupe pour faire parler un peu les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent? Certains. Je vais essayer de rester concis. Oui. Comme j'ai dit, le premier, le plus simple, l'intégration au niveau des contacts et compagnie. Fait que ça, je pense que c'est le plus simple à comprendre. Là. Bon, dans une entreprise, on utilise tous au moins 2 systèmes et plus. Bon, de plus en plus que les années vont avancer, il va en avoir de plus en plus. Donc, essentiellement, on veut s'assurer que, par exemple, nos clients soient en synchronisme. Donc, que l'information soit bonne dans le système comptable comme dans le CRM, par exemple. Là, je prends 2 systèmes, mais des fois, il y a des entreprises qui en ont plus. Fait que ça, c'est le premier exemple relativement simple. C'est souvent un des premiers qu'on fait, même nous, là, quand on a des intégrations à faire. C'est souvent ce qui est demandé au début. Ça fait totalement du sens. Fait que ça, c'est un premier exemple. Ensuite de ça, on peut parler de synchronisation au niveau, comme je disais, plus au niveau financier. Okay. À différents degrés. Donc, par exemple, le client va dire, moi, j'ai mes représentants qui travaillent dans mon CRM, donc l'outil de vente, essentiellement. Eux veulent, ils vont signer des nouvelles opportunités, des nouvelles transactions. Là, ensuite de ça, c'est facturé dans notre système comptable. OK. Là, comme on se rappelle, peut-être que tous nos clients sont en synchronisme. Par contre, une fois que c'est facturé, si on a facturé pour 100 000 $, par exemple, cette information-là réside dans le logiciel comptable et non dans le CRM. Donc, ce qui reste dans le CRM, c'est vraiment ce qui a été, le chiffre que le représentant aurait marqué dans sa fiche d'opportunité qui disait valeur de 100 000 $. Mais on le sait, entre ce qu'on a dans le pipeline puis ce qui va être signé versus ce qui est réellement facturé, il peut y avoir des écarts. Souvent, ça peut être dû à plein d'affaires comme des fois, dépendamment des types de modèles d'affaires, ça peut être des quantités de produits qui changent entre vraiment ce qui est facturé à la fin pour un petit changement, puis ça a été oublié d'être mis dans le CRM ou quoi que ce soit. Des retours, peut-être. Des retours, par exemple, exactement. Puis de l'information comme ça sur vraiment le revenu réel, on va dire, d'un client. Parce que souvent, le CRM, nativement, ne va pas donner le revenu réel d'un client versus la comptabilité qui va vraiment donner, comme tu l'as dit, c'est un bon exemple, que ce soit des retours, que ce soit des faux de fabrication, des fois même. Des faux de fabrication, des fois, il y en a qui donnent des ristournes à leurs clients sur un volume d'achat annuel. Bon, il y a plein de raisons qui font en sorte que la marge de profit finale ou le montant de vente aussi d'un client peut varier. Donc, cette information-là, peut-être qu'on veut l'avoir notre CRM parce qu'on veut que notre représentant, on veut lui donner la visibilité de savoir combien est-ce que ce client-là vaut réellement. Donc, on va dire le réel versus qu'est-ce qu'on a dans le CRM, qui est plus une projection en soi, parce que c'est pas une facture, c'est rien de réel. Puis ça reste le représentant qui a écrit cette information-là. Donc, est-ce qu'elle est 100% véridique? On le sait pas. Donc, ça peut être un exemple vraiment typique et aussi très utile de faire cette synchronisation-là qui nous permettra ensuite de ça 2 choses. Il y aurait un point de vue peut-être direct, plus humain, donc un point de vue visibilité.
au niveau de l'équipe des ventes, de dire, j'ai tel compte, voici ce que j'ai vendu, voici, on pourrait même synchroniser, justement, on parlait de garantie, de retour, tout ça pourrait être synchronisé en différents items, dire, voici un peu l'état de mes comptes actuels, voici leur santé, si on veut, ceux qui sont les plus profitables ou non. Puis ensuite de ça, on pourrait aussi utiliser cette donnée-là d'un point de vue automatisation. Donc, un peu, on va dire, en arrière-plan. Si on veut faire des relances automatiques de courriel, par exemple, parce qu'on veut envoyer de l'information aux clients qui ont acheté pour tel montant et moins par année, là, on voudrait avoir accès à cette information-là pour l'automatiser. Opportunité d'upsell un peu, comme on dit. Exactement. On a d'un côté, si je peux me permettre, un peu ce rapport d'activité-là qui donne une visibilité. Fait que ça, c'est intéressant, la donnée se parle. Puis d'un autre côté, on peut utiliser cette donnée-là, ces rapports d'activité-là, pour utiliser en opportunité de upsell pour nos clients, pour nos équipes de vente là, qui voient peut-être un potentiel. Puis le upsell est un exemple, parce qu'en soi, les deux mots-clés à se rappeler, c'est que la donnée, on va pouvoir l'utiliser à des buts de visibilité, de visualisation, si on peut dire, puis à des buts d'utilisation. Fait que l'utiliser, c'est la mettre à l'action, utiliser cette donnée-là pour porter une action versus juste la visualiser pour faire un rapport. Les deux peuvent être aussi intéressants, mais c'est deux types principaux d'actions, si on veut, qu'on peut prendre avec cette intégration-là. C'est intéressant. C'est technique, mais au final, derrière, ça ne l'est pas parce que, par exemple, un président d'une entreprise qu'on accompagne, là, à titre d'exemple, va vouloir, lui, en fait, le côté technique, le côté back-end de le faire, tu sais, est-ce que ça se fait? Tout se fait. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? C'est là qui est le plus important parce que là, c'est là qui va peut-être nous amener un peu à comment intégrer différents systèmes. Il y a différentes façons. Exact. Il y a différentes façons, il y a différents niveaux. Ouais. Hein, c'est ce que tu m'as toujours dit, il y a différents niveaux. Je me permets, application native, tu vas pouvoir m'en dire plus là-dessus, l'intégration peut-être intermédiaire, les intégrations sur mesure. Fait que, si vous avez bien écouté, là, il y a comme une pente un peu croissante à ce niveau-là de différents niveaux. Comment ça fonctionne? Quelqu'un qui dit, moi, je veux voir quelque chose de personnalisé, je veux avoir un rapport d'activité, puis je vais être capable d'automatiser après avec cette donnée-là. Comment que ça se passe? Bon. La première réponse plate, c'est qu'il n'y a pas de façon hyper, je vais dire l'anglicisme, straightforward, de savoir exactement c'est quoi le meilleur scénario pour ton entreprise avant d'avoir eu une bonne discussion quand même, de rentrer dans un système et de voir comment ça fonctionne. Mais tu l'as bien résumé, il y a 3 niveaux, en tout cas du moins comment moi je les vois, d'intégration possible. Il y a ce qu'on appelle des intégrations qui sont natives, souvent aussi appelées des intégrations type marketplace, là, du style... dans mon logiciel que j'utilise, il y a un petit onglet marqué intégration, puis ils sont déjà faits, tu la mets à on ou à off, puis il te demande nom d'utilisateur, mot de passe, tu cliques sur OK, puis tout se fait tout seul. Ça, c'est ce qu'on appelle des intégrations qui sont natives. Fait que par exemple, un système comptable dans notre CRM qui est très populaire, au final, on le prend comme exemple. Là. Mettons, on utilise la plateforme HubSpot, qui est une plateforme peut-être que certains d'entre vous connaissent, il y a Salesforce de ce monde, etc. Mais prenons HubSpot, puis on a un système comptable qui est par exemple un des plus populaires, qui est QuickBooks. Ouais. Bon. Fait que là, on a envie de faire parler notre facturation de notre CRM à notre système comptable. QuickBooks fait partie de une application native Marketplace de HubSpot. Donc, tu cliques sur un bouton « Oui, go », puis ça se parle. Il y a des choses qui se parlent. Peut-être pas la totalité, mais il y a de l'information qui peuvent s'envoyer. Essentiellement, c'est assez simple. Un peu de configuration à faire, mais c'est relativement facile à faire. Puis c'est un bon exemple, QuickBooks. Il y en a d'autres aussi. Là, en général, quelques plateformes cloud là, plus modernes ont des intégrations parce que, par exemple, le développeur du système source, par exemple HubSpot, ou d'autres partenaires auraient déniché des opportunités ou qu'il y a un volume croissant de demandes pour ce type d'intégration-là. Donc, ils vont la standardiser. Ils vont la faire parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir la réutiliser ailleurs. Ça va amener une valeur ajoutée. Donc, pour nous aussi, en termes, si on peut dire, on a 2 chapeaux. On a un chapeau de consultant, un chapeau d'intégrateur, si on veut. En tant qu'intégrateur, c'est bien d'avoir des applications natives. Ça répond à 80% des besoins, souvent, lorsqu'elles existent. Puis, ça nous permet d'avoir un premier pas vers le monde des intégrations, le monde des systèmes interconnectés, ce qu'on appelle aussi l'interopérabilité, si je le nomme bien. C'est toujours difficile à dire, ce mot-là. C'était bien dit. Il a bien sorti. Qui est en soi le fait que les systèmes se parlent entre eux. Donc, souvent, ça va être intéressant. Par contre, il va y avoir des limitations. Tu sais, quand je dis 80%, il manque 20%. Ça me semble pas beaucoup, mais souvent, c'est le 20% que les gens vont vouloir aller chercher. Puis, et là, vraiment, la cerise sur le sundae, si on veut, la pointe de l'iceberg se cache dans ce 20%-là.
Puis la raison, là, je fais une hypothèse, la raison aussi pourquoi est-ce que souvent les applications, pas l'application, les intégrations natives ne supportent pas ce dernier 20 %-là, c'est essentiellement parce que ça a souvent rapport à des processus très propres à une entreprise. Personnalisé. Donc, c'est un peu difficile pour eux d'automatiser puis de préintégrer ça alors que ça dépend de certains flux de travail qui vont dépendre d'une entreprise à l'autre. Même si ce serait la même entreprise, quasiment une copie exacte, il n'y en a pas une qui va fonctionner de la même façon, qui va avoir la donnée à la même endroit. Donc, c'est là qu'ils viennent un peu limiter. Ça fait totalement du sens. Ça fait du sens. Ce qui nous amène à notre deuxième niveau, un peu plus intermédiaire. Fait que en quoi consiste une intégration intermédiaire? Oui, bon, pour les gens peut-être un peu plus techniques, qui aiment faire des recherches, qui connaissent certains noms, une intégration intermédiaire, encore une fois, c'est du semi-préfet. Okay, si on peut dire ça comme ça. Donc, pour les gens qui connaissent peut-être des Zapier de ce monde, des Integromat, duquel on est partenaire, soit dit en passant, qui sont des solutions qu'on appelle des IPAAS, donc des Integration Platform as a Service, un peu dérivé du terme SaaS, là, donc on connaît plus les Software as a Service. On peut-tu le voir comme un facilitateur d'intégration? On va dire que c'est une plateforme qui permet de faire des intégrations sans avoir à gérer du code pur. Et une infrastructure, des serveurs, etc. Mais il faut que tu connaisses quand même un peu ça. C'est pour là où le mot intermédiaire, c'est que tu dois connaître la mécanique. Absolument. Sans connaître le code d'un programmeur typique. Absolument. Mais tu dois connaître la mécanique pour le faire. Fait que c'est quand même un peu plus compliqué, la raison pour qu'on dit intermédiaire. Et c'est pour ça que souvent, on n'aura pas quelqu'un qui connaît rien du tout en technologie qui va s'aventurer là-dedans. Je comprends. Il essaie de plus en plus, ce type de plateforme-là, de rendre ça accessible. Mais reste qu'à un moment donné, ça prend certaines notions, ça prend des notions aussi de gestion de processus. Il y a des termes qui vont être dit aussi dans les options, dans les paramètres, même si c'est des plateformes qui mettent beaucoup d'argent sur l'interface visuelle, donc la beauté de la facilité de la chose, reste qu'il faut avoir une certaine maîtrise. Donc, qu'est-ce que ce genre de plateforme-là va nous permettre de faire? Bien, comme je l'ai dit, il va nous avoir à éviter d'avoir à gérer une infrastructure comme TI, vraiment de A à Z, donc un serveur, chose que je vais parler plus après pour les intégrations custom. Donc, ça nous évite ça. Les coûts sont souvent un peu plus faibles aussi, dû au préfet. Quand je parle de préfet, c'est que souvent, il va y avoir des connecteurs. Fait que là, on parle plus de connecteurs. C'est peut-être un mot qui va peut-être plus parler aux gens. Facilitateur, un peu de connexion. Exact. Donc, on a, disons, certaines plateformes. Je vais parler de celles que je connais bien parce qu'on l'utilise pour des intégrations de type intermédiaire pour certains clients qui s'appellent Integromat, qui ressemble un peu à Zapier pour les gens qui connaissent ça, mais personnellement, mieux. Je ne m'aventurerai pas sur les raisons du pourquoi mieux ou pas aujourd'hui. C'est pas ça le but de la conversation. Mais cette plateforme-là, par exemple, a déjà des connecteurs établis avec la majorité des systèmes qu'on surnomme les SaaS, là, donc les systèmes cloud, là, tout ce qui est cloud-based, que ce soit des logiciels comptables, des logiciels de email, Outlook, Gmail, des calendriers, écoute, ils en ont plus des milliers là, de connecteurs déjà faits avec ces applications-là, donc je n'aurai pas le temps de toutes les nommer aujourd'hui. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'eux, essentiellement, ont pré-paramétré l'information qui pouvait être envoyée et reçue de certains systèmes. Donc, quand on parle d'API, là, je commence à creuser le trou un peu. Là. On commence à s'en aller plus technique. J'ai pas le choix. Je vais en reparler de toute façon après si c'est pas clair le concept et le terme API. Mais essentiellement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pré-programmé l'intégration à un certain logiciel. Mais appelons-le le flux de travail, là, si bien dire le workflow entre les deux, ce qui se passe puis le pourquoi ça se passe, ça est libre à la personne qui fait l'intégration. Donc, voyons ça comme une boîte à outils. Dedans, il y a plein d'outils, mais ils ne sont pas nécessairement connectés entre eux encore. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est les liens. C'est l'extension que je parlais tout à l'heure. Tous les outils sont là, les prises sont déjà faites, les prises d'électrique sont déjà posées dans le mur. Là, on n'a pas besoin de faire de l'électricité, si on peut peut-être figurer. La prise est dans le mur, il reste juste à le plugger à la bonne place où on le veut, à mettre quoi que ce soit. Mais il faut comprendre quand même la mécanique derrière. Exactement. Parce que souvent, il va y avoir certaines règles à faire parce qu'essentiellement, le monde de l'intégration, le monde de l'informatique fonctionne sur des règles, des conditions, s'il arrive ça, il va arriver ça. Donc, on doit avoir une certaine logique informatique quand même et de processus pour comprendre ce qu'on veut faire et comment y achever. Puis ce qui arrive souvent, c'est que quand on utilise ces plateformes-là, il y a ce qu'on appelle le préfet. Mais ensuite de ça, des fois, eux vont nous donner la flexibilité d'aller dans un début de sur-mesure, si on veut, en nous donnant un peu un gabarit, donc un framework, une fenêtre ouverte sur
faites ce que vous voulez, mais ça vous évite d'avoir à tout gérer du code de A à Z. Par contre, vous pouvez en mettre un petit peu pour aller chercher un peu plus de sur-mesure. Donc, des fois, ça va nous permettre de faire des types de synchronisation avec des types de données qui ne seraient pas, mettons, built-in dans le connecteur par défaut. Puis le rendu là, on atteint pas mal le mur. OK. C'est là que ça s'arrête. Ce qui nous amène à notre troisième intégration sur mesure, Exactement. custom. Que ça, au final, ben là, c'est du code, c'est de la programmation. Il faut rentrer dedans, ça prend du temps. Ça peut être plus coûteux, j'imagine. Hein? Absolument. Ben, c'est sûr que de la manière qu'on les a nommés, ils sont en ordre de moins coûteux, si même dire gratuit, là, le premier, à un frais fixe par mois dans le cas de la deuxième option. Ces plateformes-là ont un coût par abonnement la plupart du temps parce qu'ils vous offrent une infrastructure entièrement gérée. C'est une location d'une infrastructure technologique essentiellement pour achever votre travail, qui peut être quand même raisonnable, soit dit en passant. Pour ceux que ça peut intéresser, ils se disent, gars, nous, on sent qu'on est un peu entre l'intermédiaire suite à ce qu'on parle aujourd'hui. Ça peut varier de peut-être 50 $ par mois à 3, 4, 500 $ par mois, dépendamment des versions nécessaires, du nombre d'opérations au quotidien là, à synchroniser, mais on ne parle pas de milliers de dollars, on ne parle pas de 100 000 $ ou quoi que ce soit. Là. Donc, ça nous permet des fois de sauver énormément de temps, chose qu'on va parler un peu plus tantôt. Ben, ce qui nous amène un peu à ce volet-là, de sauver du temps. Les intégrations, c'est pas juste une visibilité, c'est pas juste avoir les rapports, c'est aussi de faire parler la donnée qui nous enlève une certaine pression et une tâche répétitive d'entrée manuelle. Parce que je le sais, il y en a qui nous écoutent et qui disent CRM, je veux rien savoir, parce qu'il faut entrer des données. Il faut entrer des données, il faut entrer des données, il faut entrer des données. Puis, je sais, tu as peut-être une statistique pour nous. C'est une étude que HubSpot avait faite, là, qui est d'ailleurs un système CRM. Puis qui dit justement que des représentants passent en moyenne 17 % de leur journée, approximativement, à faire de l'entrée de données. Bon, 17 % ça équivaut à quoi? C'est à peu près 1,5 heures, là, 1 heure et demie dans une journée à faire de l'entrée de données. En moyenne. Il y en a qui n'en font pas, là, mais en moyenne. Calcul moyen, que je me permets de regarder mon écran pour m'assurer de ne pas faire d'erreur. Mais oui, exact. On parlait d'environ 17 % de leur journée, soit environ 1,5 heures sur une journée de 8 heures à faire de l'entrée de données de tout type. OK? Calcul moyen que j'ai fait à la main, très élevé. Donc, un salaire moyen d'un représentant, on peut dire environ 60 000 $ par année, environ 30 $ de l'heure. Là. On généralise, ça peut être un peu plus, puis on pourra faire la braquette après. On parlait de 7,5 heures par semaine. Donc, sur 1,5 heures là par jour, on multiplie x 5, ça fait 7,5. C'est à peu près une journée là, par semaine. C'est quasiment une journée. C'est quasiment une journée par semaine. On fait ça x 50 semaines, par exemple. Là, on enlève des semaines de vacances. On parle d'environ 375 heures, je dis ça très brut, là. Environ 375 heures par année à faire de l'entrée de données. On multiplie ça fois notre taux horaire d'environ 30 $ de l'heure, là, qui équivaut à environ un salaire de 60 000 $ par année. Salaire moyen. On parle de plus de 11 000 $ par année payés à faire de l'entrée de données. C'est quand même de l'argent, dans le sens que... Puis ça, c'est pour un représentant. Ça, c'est un représentant. Fait que tu sais, t'en as deux, tu fais x2. Tu fais x3, tu fais x3. Faites le calcul, ça va vite. Puis si je peux me permettre, tu as des représentants qui gagnent plus que ça. Mettons un représentant senior qui est à peut-être du 80, 90 000 par année. Puis là, on fait des braquettes, là. Puis on peut se rendre à du 15 000 $ par année par représentant, dépendamment le salaire. Puis ensuite de ça, on prend des seniors. On dit une équipe de, mettons, une moyenne de 5 représentants, qui n'est pas là, une méga entreprise. On parle d'une PME avec une petite force de vente qui sont 5 environ. On fait ça x 5, ça fait à peu près 75 000 $ par année. Ça, c'est pas un chiffre une fois que tu payes au début. C'est à toutes les années que ça revient. Fait que puis ça me permet, là, c'est beaucoup d'entrée de données, c'est beaucoup de temps. Temps, c'est de l'argent. On veut que nos représentants passent plus leur temps à pas entrer des données tout le temps. À un moment donné, je pense que tu n'as comme pas le choix si tu veux rester organisé. Mais de minimiser ce temps-là investi, de l'automatiser grâce à ces intégrations-là, puis de passer plus du temps à parler à des clients, passer plus du temps à évaluer, à monitorer, désolé de l'anglicisme, mais des opportunités de upsell grâce aux rapports qui sont un peu envoyés de nos différents systèmes. C'est ça l'objectif, au final, un peu des intégrations, c'est de minimiser un peu cet argent-là jeté dans le vide. Là. Objectivement, c'est ça le but. C'est vraiment ça le but. Puis dans le calcul qu'on fait là, on ne prend pas en compte le temps parce qu'on va se dire qu'il y a de la perte de temps dans tout salarié. Même nous, en tant que propriétaire, on a de la perte de temps. Là, on ne travaille pas officiellement un nombre d'heures par semaine tout le temps devant l'ordinateur. On n'est pas des robots. Là, si on enlève ça, plus le montant d'entrée de données,
il en reste beaucoup moins sur le travail effectif de la vraie expertise puis de la vraie valeur ajoutée de cette ressource-là, si on peut le dire. Là. Exact. Donc, tu sais, faut pas, puis pour ceux qui nous écoutent, là, je capitalise quand même sur ces mots-là, faut pas penser qu'un CRM, c'est un gobe-sous, un gobe-temps, parce qu'il existe, puis c'est pour ça qu'on a parlé d'intégration aujourd'hui, c'est parce qu'il existe des passerelles qui vont nous permettre d'envoyer l'information, d'automatiser cette entrée de données-là, parce que tu n'as pas besoin d'aller voir ton système comptable, de prendre l'information, de le rentrer manuellement dans ton système de vente, parce qu'encore une fois, je le rappelle, n'utilise pas ton système comptable pour vendre. C'est pas fait pour ça. Envoie juste les données nécessaires qui vont te permettre d'avoir une visibilité sur l'information, puis qui va te permettre justement de ne pas faire cette entrée de données-là manuelle. Exactement. Tu vas gagner en temps, tu vas gagner en efficacité, puis tu vas gagner aussi en centralisation, en visibilité. Sur le long terme, désolé encore de fois l'anglicisme, mais c'est la long run. On veut regarder plus tard aussi si on est capable de centraliser tout ça. Là, exactement. Ce qui revient à dire, j'ai 2 points que j'aimerais revenir dessus. Essentiellement, un CRM, on en parle beaucoup, puis il y en a beaucoup qui en font les louanges. Puis c'est vrai, j'en suis le premier. Mais ensuite de ça, je suis assez honnête pour dire qu'un CRM peut être le meilleur des projets, mais comme peut être aussi le plus désastreux, le plus inutile des projets pour son entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les intégrations sont au cœur de notre travail, sont au cœur un peu de l'avenir de notre entreprise pour son développement. Le CRM, c'est la fondation. C'est ce qui va accueillir le reste, qui va accueillir nos processus, qui va accueillir le travail, les données, que ce soit de nos représentants, que ce soit au service à la clientèle, aux ventes, au marketing. C'est vraiment la fondation. Mais ensuite de ça, sans intégration, le CRM est plus... disons, c'est un bon premier pas, mais on va entrevoir un jour ou l'autre de faire des intégrations parce que si on veut atteindre ce niveau-là, donc la pointe de l'iceberg, que ça soit 100% intégré à nos processus d'affaires, d'entreprise, adapté à notre façon de travailler, un jour ou l'autre, on n'aura pas le choix de se confronter aux intégrations, que ce soit des 3 différents niveaux qu'on a parlé. Puis ça s'évalue relativement facilement de voir qu'est-ce qui est possible d'être fait. Mais à un certain moment, vous allez vouloir aller emmener ça au prochain niveau. Puis le jour où on arrive à rentrer dans ce monde des intégrations-là et que c'est bien fait, là, vraiment, c'est là qu'on va aller, ce qu'on va dire, le unlock, le true value du CRM puis de son potentiel. Ce qui va m'amener à un autre sujet qu'on va parler ensemble prochainement sur l'automatisation du marketing et tout. Oui. Donc, ça, c'est un point. Puis, je me permets aussi de revenir sur les intégrations custom qu'on a passé rapidement tantôt avant de parler du temps que le CRM fait sauter. Je vais très rapidement. Juste un point pour ceux qui s'interrogent un petit peu sur l'avantage d'aller vers du custom parce qu'inévitablement, là, des avantages, c'est que ça coûte beaucoup plus cher. Okay? Donc, on fait tout from scratch. Hein? C'est un peu comme acheter une maison préfabriquée ou engager un architecte pour la faire sur mesure. Bon, on voit le principe. Le gros avantage, c'est que vraiment, le monde, les possibilités sont infinies. On fait ce qu'on veut. Tant qu'il y a un API ouvert, okay, ce qu'on parlait tantôt, un API étant un Application Programming Interface, donc vraiment un code ouvert au public d'une plateforme qui nous permet de faire certaines actions, d'envoyer et de recevoir des données. Essentiellement, on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on a accès à du code qui peut être plein de sortes. Là, on ne rentre pas aujourd'hui dans la programmation, mais essentiellement, on peut faire ce qu'on veut. Donc, lorsqu'on veut atteindre, des fois, ce qu'on va appeler le petit 1%, le 2% à la fin, ce qui est impossible à acheter par des plateformes qui font le tout pour nous ou de niveau intermédiaire, bien là, c'est là qu'on va être capable d'aller chercher cette valeur-là supplémentaire qu'on ne sera pas capable d'aller chercher avec les applications, les intégrations de base. Donc, souvent, à un certain niveau, ça va devenir une nécessité. Mais je pense qu'il est entièrement possible de faire un bon bout de chemin sans avoir à dépenser des sommes astronomiques. Quand je dis astronomique, c'est pas nécessairement si peu que ça. Et à mettre certains milliers de dollars dans une application qui va s'intégrer sur mesure à nos systèmes. Donc, on peut faire un bon bout de chemin avec le niveau 1, niveau 2, comme on parlait tantôt. Là. Super intéressant. Puis, je termine là-dessus parce que le temps file, mais je termine là-dessus. Le choix aussi de plateforme va être aussi en fonction un peu de ces API ouverts-là. T'sais, avant de faire un choix technologique, assurez-vous quand même de regarder vos processus d'affaires, assurez-vous de voir qu'est-ce que vous voulez intégrer potentiellement, puis faites le bon choix en conséquence par la suite. Parlez à des gens, informez-vous correctement. Si vous n'avez pas la réponse, il y a des experts dans l'industrie. Donc, faites pas un choix sur un coup de tête, mais magasinez quand même vos solutions parce qu'après, comme j'ai dit, c'est sur the long run, c'est sur le long terme. Donc, à ce niveau-là, prenez-en note. Merci, mon Tony. Puis, ça fait plaisir. Je vous dis bon prochain podcast. Restez à l'écoute. Au revoir.